Bonjour, dans cette vidéo, nous allons essayer de parler des adresses IP. C'est quoi une adresse IP? Et normalement, par définition, c'est un identifiant réseau. Quand on parle d'un identifiant réseau, c'est un numéro qui identifie un équipement dans un réseau. Ok? Normalement, dans un réseau informatique, il y a je peux dire deux types d'identification. Il y a une identification physique, ok, et une identification logique. Ok. Donc, une identification physique, cette identification, parlant de l'identification physique, nous faisons allusion aux adresses MAC. Ok. Ces adresses ici sont des adresses données par les fabricants, les constructeurs du matériel. Ok, ils essaient de donner un identifiant à l'équipement afin d'identifier cet équipement-là. Par exemple, vos cartes réseau que vous utilisez pour la connexion sans fil ou pour la connexion câblée. Ok, ces cartes réseau là ont des adresses MAC. Avec ces adresses là, ce sont des adresses qui aident à identifier l'équipement du côté équipement. Donc avec une adresse MAC ici, c'est côté équipement. Une carte réseau peut avoir un numéro du genre CC 2.08 2.7 et par exemple 2.4B, ainsi de suite. Donc, la carte réseau peut avoir ce genre d'identification, ce genre d'immatriculation, je peux dire, pouvant à l'identifier. Parce que là, avec nos cartes réseau, par exemple, souvent jamais tu trouveras que il y a deux cartes qui ont la même adresse MAC ici. Donc ça identifie aussi de façon unique, mais physiquement. Là, nous voyons du côté physique. Ok, et là, MAC adresse, c'est bien connu que ça, c'est Media Access Control. Ok, et du côté logique, là, nous voyons qu'il y a des adresses IP. Ok, IP, c'est Internet Protocol. C'est un protocole Internet utilisé à la couche 3 du modèle OSI. Ok, c'est un protocole Internet de couche 3. Quand on parle des adresses MAC ici, c'est un adressage de niveau 2. Normalement, on a affaire aux adresses MAC au niveau 2 du modèle OSI qui est liaison. Ok, et là, quand on parle des adresses IP, on est sur la couche 3 du modèle aussi. Donc, l'adresse IP, c'est une adresse qui identifie de façon unique un équipement dans un réseau. C'est comme si vous étiez dans la route, dans une ville où chaque véhicule a une immatriculation propre à lui. Donc, dans une ville, je peux dire, même normalement dans un pays qui se respecte, il ne peut jamais y avoir deux véhicules qui ont une même plaque d'immatriculation. Ça veut dire ça identifie de façon unique l'équipement dans un réseau. Donc, c'est comme si c'était encore le nom de quelqu'un. C'est comme si on donnait le nom d'une personne, genre on appelle Franck, on appelle Joseph, on appelle David. C'est le nom propre à la personne. Donc, s'il y avait, par exemple, dans une salle de classe, deux personnes répondant au nom de David, du coup, vous pouvez appeler David, qui va répondre. Parce qu'il y en a deux qui ont le même nom. C'est pareil avec cette identification. Donc, dans un réseau, ça identifie de façon unique les équipements dans un réseau. Ok? L'équipement dans un réseau. Ok.
Là, il y a quelques définitions. Il s'agit d'un numéro attribué à chaque périphérique réseau à des fins d'identification. C'est presque la même. Il est utilisé pour la division logique du réseau. OK. Il est utilisé pour identifier l'emplacement de l'appareil, l'emplacement et l'identification de l'équipement d'un réseau. OK. Maintenant, type d'adresse IP. OK. Les adresses IP, normalement, c'est ce qu'on apprend dans les fondamentaux. On apprend qu'il y en a deux types. Il y a version 4, OK, et il y a version 6 des adresses IP. Maintenant, avec le CCNA, on essaie d'ajouter un peu du piment des types d'adresses. Par exemple, si on te demandait, il y a combien de types d'adresses? Il y a les adresses qui fonctionnent par méthode de fonctionnement. Par méthode de fonctionnement, on a des unicasts, on a des broadcasts, on a des multicasts. OK? Par type d'adresse IP. OK, version. On a la version 4 par version. Type d'adresse IP par version. On a la version 4, on a la version 6. OK? Il y a par méthode d'attribution, il y a le statique et dynamique. Et par visibilité, on a des privés et publics. Tout cela, on va l'expliquer. Maintenant, quand on parle d'unicast, ça veut dire il y a envoi des données entre un seul émetteur et un seul récepteur. Donc, il y a le point A qui envoie une donnée au point B, OK, à un seul récepteur. C'est cet émetteur ici qui envoie au point B, OK. Là, on parle d'une communication où genre l'envoi unicast, OK. Quand on veut parler du broadcast, envoi du broadcast, ça veut dire on peut avoir, OK, on peut avoir un switch qui envoie en diffusion, qui fait du broadcast, qui envoie le message en diffusion. Ça veut dire c'est un message qui est envoyé à tout un groupe, à tous les nœuds du réseau, je peux dire. Donc, il y a un message qui est envoyé à tous les nœuds du réseau. Donc, il envoie un message en diffusion, un message du broadcast. Il envoie à tous les équipements se trouvant dans un réseau. Donc, un équipement qui envoie à tous les restes d'équipements. Ok, ça c'est une diffusion en fait. Il envoie à tout le monde. Ok, là il vérifie pas qui reçoit, qui ne reçoit pas les messages. Il envoie juste en diffusion à tous celui qui va recevoir le message en fait. C'est comme si on avait une chaîne de télévision. Normalement, il y a un signal qui est émis. Ok, un signal qui est propagé. Je peux dire en diffusion. Ok. Là, il ne vérifie pas qui reçoit le signal parce que le gars qui va allumer sa télévision, c'est à lui maintenant de recevoir le signal. C'est pareil en fait. Donc ici, il y a un point qui envoie un message à tous les nœuds du réseau en fait. Dans un réseau. Là, on a parlé du réseau local. Ok. Multicast maintenant. Multicast, c'est quoi? Multicast, c'est quand il y a envoi des données à un groupe avec une adresse spécifique. Donc, il y a un groupe qui est ciblé, ok, où les données doivent aboutir, je peux dire. Donc, vous pouvez être dans un réseau, oui, ok, vous pouvez être dans un réseau, mais il y a quelques éléments qui sont ciblés. Ok, par exemple, on essaie de rejoindre juste ce groupe ici. Ok. Donc, le message là va concerner juste ce groupe ici qui est concerné, qui est ciblé. Et le reste ici qui ne sont pas ciblés, ils seront là en fait. Ça, c'est du multicast en fait. C'est pareil en fait. Si on essaie de distinguer par méthode d'opération, donc les adresses ici IP fonctionnent en unicast, broadcast et multicast. Ok. Et puis, parlant des adresses IP par version, là on a deux versions. On a la version 4, IPv4, et on a la version 6. Ok.
Normalement, c'est en fonction des disponibilités des adresses. Ok? Quand il y a eu saturation des adresses IP en version 4, ils ont jugé bon de créer une autre forme d'adressage qui peut nous donner assez d'adresses IP disponibles pour un réseau. Tu vois ici, il est codé sur 32 bits, ok, avec 4 octets. Le premier octet, le deuxième octet, le troisième octet, le quatrième. Chaque octet a 8 bits, ok. Quand tu multiplies par 4, ça te fait 32 bits. Donc, l'adresse IP ici est codée sur 32 bits, comme vous voyez la forme ici. Ok. Et parlant de la version 6, ok, cette version ici est codée sur 128 bits. Et 128 bits nous donne plus de disponibilité d'adresse que ce qu'on avait, plus de disponibilité d'adresse IP par rapport aux adresses de la version 4. Donc, ils sont utilisés, ces adresses IP. Ici, ils sont utilisés dans le réseau. Et là, vous allez voir qu'il y a assez des adresses disponibles avec la version 6 qui est la version 4. Il y a 32 bits. Ok? Il y a. C'est quoi une adresse IP version 4? Ok? C'est Internet Protocol. Normalement, je vous ai dit que IP signifie Internet Protocol. V4 signifie version 4. Ok? Et c'était la première version déployée en fait, depuis 1981. Ok? Et codé sur 32 bits, comme je l'ai dit, il est subdivisé en deux parties en fait. Parce que l'adresse a deux parties. Il y a la partie hôte et la partie réseau. Ok? Voilà, ça on va y revenir. On a donné la forme avec ces 4 octets. Ok. Premier octet, deuxième, troisième, quatrième octet. Voilà. Avec les adresses disponibles dans la version 4, on a 4,3 billions d'adresses disponibles en version 4. Vous voyez? Donc ça, avec l'avancée de la technologie et tout, vous voyez, avec 4,3 billions, il y a suffisamment d'adresses. Coûte que coûte, il pouvait y avoir juste une saturation d'adresses. Mais vous vous rendrez compte qu'avec la version 6, là, il y a assez d'adresses disponibles, on dirait même une infinité d'adresses. Parce que là, la version 6 ici est sur 128 bits. Et puis ça te fait jusqu'à 340 décillions d'adresses. Ça, c'est comme si c'était une infinité parce que c'est assez d'adresses qui sont disponibles et qui peuvent être utilisées en fait. Tout ça, c'est parce qu'il est sur 128 bits. Il a assez de octets et puis ça nous donne beaucoup de possibilités d'avoir les adresses. Maintenant, il y a plusieurs formes d'adressage. Il y a plusieurs formes d'adressage. Il y en a 3 en fait. Tu peux. Bon, la forme préférée, normalement, quand vous vérifiez les adresses IP version 6, vous avez cette forme ici. Ok? Vous pouvez avoir une forme qui n'a pas de zéros. Là, on essaie de supprimer ces zéros ici. Ok? Ça vous fait cette forme ici en bas. Là, c'est toujours l'adresse IP version 6. Vous pouvez avoir une forme compressée d'adresse IP version 6. Ça vous fait cette forme ici. Ok? Tout ça, ce sont des adresses qu'on va utiliser. On va utiliser dans des configurations. On peut utiliser dans nos routeurs. Quand on fera des configurations DHCP et tout. On peut toujours utiliser ces adresses ici. Ok? Par méthode d'attribution. Quand on parle des IP statiques et des IP dynamiques, vous savez bien que dans le réseau, on parle des normes. Ok? Il y a une norme, ce qu'on appelle protocole ou norme. Ok? Un protocole, c'est une norme en fait, afin d'échanger, afin de bien aider l'échange
de bien faciliter le fonctionnement, le réseau et tout. Il fallait qu'il y ait des normes pour essayer de réglementer certaines choses en fait. C'est pourquoi là, il y a plusieurs normes. Quand on parle, là, on vient de parler d'un adressage IP statique et un adressage IP dynamique. Ok? Statique, ça veut dire que vous pouvez le faire manuellement. Vous essayez d'attribuer manuellement les adresses à un équipement réseau. Mais dynamique, il peut y avoir un protocole qui essaie de gérer de façon dynamique l'attribution des adresses. D'où là, nous faisons allusion à un DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol. Ça, c'est un protocole d'attribution automatique et dynamique des adresses IP, DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. C'est un protocole utilisé pour l'attribution automatique des adresses. Le DHCP aussi, c'est un protocole utilisé à la couche 3 du modèle OSI. Ok? Là, on essaie de voir des types d'adresses IP par classe. Normalement, on a assez de classes ici. Là, on en a 5 classes. Ok? On en a 5 classes, mais très souvent, très régulièrement, les gens utilisent les 3 premières classes. Ok? Les 3 premières classes sont utilisées pour dans nos réseaux en fait. Par exemple, ici, on a la classe A. Ok? Donc la classe A nous prend des 1 à 126. Ok, ça c'est le premier octet. Quand je parle de 1, c'est le premier octet. Hein? Donc je fais allusion à ça. Et ici, je fais allusion du premier octet à la fin. Ok, de 1 à 126. Quand on parle de la. Ça c'est A. Normalement, théoriquement, on nous dit que avec ces adresses IP des classes A, ce sont des adresses réservées pour les grandes entreprises qui les utilisent en fait. Et classe B, ça prend des 128 à 191. Pareil aussi, ça peut être utilisé par des grandes entreprises comme la classe A ici. Mais cela ne veut pas dire que ces adresses ici, on ne peut pas les utiliser. On ne peut pas les utiliser manuellement. Ok, on ne peut pas les utiliser dans notre réseau local. Donc moi, je peux avoir mon réseau local à moi, chez moi à la maison. Je m'indique que non, mon ordinateur, je peux lui donner 10.30.17.20. Ok, par exemple. Ok, et l'autre ici, je donne 0.31 à la fin. Ok, et ainsi de suite. Je peux les utiliser localement. Ok. Et ça passe. Parce que là, il n'y a pas de norme. En fait, là, localement, je peux utiliser les adresses comme je veux. Ok? Donc, pour la classe C aussi, c'est la classe qui est couramment utilisée ici. Donc, on peut avoir, non, ça prend des 192 à 223. Là, parlant de 192, je vois le premier octet. Parlant de 223, je vois le premier octet de fin. Ok. Un peu sur les adresses IP. Là, on a la classe D, pareil aussi, et la classe E. Ce que vous devez retenir ici, il y a un 127 qui a été omis dans la liste. Cette adresse ici et cette adresse ici, 127, est une adresse utilisée pour les tests de connectivité. Hein. Donc, vous pouvez faire des pings à un 127 ici. 0.0.0.1, c'est pour vérifier, pour faire quelques tests de connectivité locale en fait. Ça c'est l'adresse qui est réservée aussi. Donc, tu ne peux pas attribuer ce genre d'adresse à ton ordinateur, ça ne peut pas passer en fait. Parce que c'est une adresse, selon la norme, cette adresse est utilisée pour faire quelques tests. C'est bon? Donc, un peu sur les adresses IP de version 4. Là, on va essayer d'évoluer avec les adresses IP de version 4, puis on y reviendra sur les adresses de la version 6. Ok? Parlant des adresses publiques et adresses privées. Ok? Vous savez, sur Internet, on peut appeler ça un réseau public
Et quand on est à domicile, on peut appeler un réseau privé par exemple. Je peux être dans mon réseau, ok. Je peux être dans mon réseau avec mes adresses 10.20.30, ici .31 à la fin. Ok. Après, j'essaie de m'apporter Internet venant de mon fournisseur FAI. FAI signifie fournisseur d'accès Internet. Ok. Maintenant, le FAI ici va m'apporter une adresse IP publique. C'est quoi cette adresse IP publique? Ça veut dire, c'est cette adresse IP publique ici qui va représenter mon réseau privé ici à l'extérieur. Ok? Donc, ça sera un chemin, ça sera la voie où nous allons sortir pour aller se connecter sur un réseau public. Donc, je peux être en local avec mes adresses ici, 10.30.20.1, 10.30.20.2. Mais pour quitter maintenant mon réseau privé ici, ok, et aller sur Internet, par exemple, je dois passer par un pont. C'est quoi ce pont? Ce sera mon adresse IP publique. C'est grâce à cette adresse IP publique ici que j'aurai une voie de sortie pour aller rejoindre un réseau public. Donc, c'est en quelque sorte, les adresses IP privées sont utilisées dans nos réseaux locaux ou privés. Tandis que les adresses IP publiques sont utilisées dans des réseaux publics en fait. Par exemple, je viens de vous donner un exemple. On est au bureau ici, on a un fournisseur d'accès Internet qui nous fait Internet. Le fournisseur nous avait donné une adresse IP publique. Donc, c'est avec cette adresse qu'on va configurer sur notre premier routeur du réseau. Et du coup, ce sera notre voie de sortie pour aller dans un autre réseau. J'ai oublié un truc ici. Pour différentes classes, ici, quand on parle d'une adresse IP de classe A, voilà à quoi ressemble son masque de sous-réseau. Ok? Par défaut, 255.0.0.0. Cela correspond en 8/8. Pourquoi? Si tu convertis ça en binaire, le 255, ça va te faire le nombre 8. Le chiffre 8, pardon. Et quand tu essaies de... Donc, la classe B aussi. Ok. Cette classe ici, à défaut, tu as 255.255.0.0. Normalement, si tu convertis en binaire, c'est 2 octets ici. Et c'est 2 octets ici. Ça va te faire 8. Donc, tu auras un 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 255 en binaire, 255 en binaire. Quand tu mélanges les deux, ça te fait 16. Ok. Pareil sur classe C. C'est /24. /24 veut dire, quand tu prends ça, tu as 8, tu as 8, tu as 8. Au total, ça te fait 16 adresses. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, pardon. Ça fait 24. Ça fait 24. Quand tu essaies de convertir en binaire, tu vois ça. C'est un peu ça. Donc, une adresse IP est toujours accompagnée des masques de sous-réseau. Ok. Je pense que c'est bien retenu. Dans la base, vous avez eu des notions de base parlant sur c'est quoi un masque de sous-réseau, c'est quoi une adresse IP. Là, on essayait juste de compter quelques éléments essentiels. Maintenant, en réseau, on a des équipements. On a les supports de transmission. Je vous avais parlé dans la vidéo précédente des supports de transmission. On a des terminaux, les équipements utilisés au bout des fils. Donc, en dernier, au bout des fils du réseau, genre téléphone, ordinateur, portable, ordinateur fixe et tout. Maintenant, ici, on a les équipements d'interconnexion. On peut avoir les switches et les routeurs. On va les utiliser régulièrement. Avec les switches ici, comme vous voyez les deux images, c'est un peu différent. Là, on a notre switch, ça c'est 3750X de Catalyst.
C'est quoi un switch? Généralement, un switch, c'est un équipement de niveau 2. Ok? C'est un équipement de niveau 2 utilisé à la couche liaison. Ok? Mais, je vous ai dit ici, il y a aussi des switches niveau 3. Ça veut dire que vous additionnez un switch à un routeur. Ça nous fait un switch niveau 3. Mais généralement, quand on vous pose une question, examen et tout, un switch, c'est un équipement niveau 2. Ok? Un switch a toujours beaucoup de ports parce qu'il donne beaucoup de disponibilité. C'est comme une multiprise en fait. Ça te donne, ça disponibilise beaucoup de ports afin d'interconnecter plusieurs équipements à la fois, contrairement au routeur. Et sur le marché, tu peux comparer, c'est comparable comparativement à un routeur. Je peux dire qu'un switch est à un prix un peu bas en fait par rapport à un routeur. Ok. Un switch crée un seul réseau d'équipements. Donc ça veut dire qu'un switch vous met dans un réseau, quel que soit tu peux créer déjà un tout, mais vous met dans un réseau, un seul réseau que ça peut créer. Il peut avoir des débits élevés parce que là on a des gigabits, on a des ports gigabits, on a des ports 10 gigabits, on a des ports. Donc, parlant de ports aussi, en réseau, on a plusieurs ports disponibles en fait. Parce que quand on parle de ports, on voit le débit de transmission de données. Par exemple, je peux dire que j'ai un switch, un ancien switch qui a des ports. Là, on a des ports Ethernet. Ok, Ethernet. Ethernet. Je ne sais pas écrire. On a des ports Fast Ethernet. Fast Ethernet. Ok. On a des ports Gigabit. Gigabit Ethernet. On a des ports 10 Gigabit Ethernet. Ok. Avec les ports Ethernet ici, ça veut dire que ce sont des ports qui peuvent aller jusqu'à 10 mégabytes par seconde. Ok. Ça, ce sont des ports Ethernet. Les Fast Ethernet, ce sont des ports qui peuvent aller jusqu'à 100 mégabytes par seconde. Ok. Et puis, il y a le port Gigabit Ethernet. Gigabit, ça peut aller jusqu'à 1000 ou 1 gigabyte par seconde de vitesse. Ok. Et puis, on a des ports 10 gigabits Ethernet. Ça veut dire que ces ports peuvent transporter 10 gigabits, même au-delà en fait. Parce que ce sont des ports, par exemple, on a des switches ici, à l'académie, on a des switches Aruba, par exemple 5400R, Aruba. Mais ce switch-là a des ports gigabits, donc ça peut te prendre au-delà des 10 gigabits. Ce sont des ports fibres en fait, là où il y a des modules qu'on doit connecter pour l'utiliser. C'est un peu ce qu'on peut retenir d'un switch en fait. Et ici, pour le routeur, c'est un équipement niveau 3. C'est un routeur, non, c'est un équipement niveau 3. Il interprète deux réseaux en fait. Il gère le côté LAN, ok, et le côté WAN, ok. C'est grâce au routeur que tu peux quitter ton LAN pour aller au WAN, ok. Tu quittes ton local pour aller à l'extérieur. Donc, tu quittes de ton réseau local pour aller de l'extérieur. Donc, le routeur ici interprète deux parties. Il y a le LAN et le WAN. Donc, tu peux utiliser par exemple ce port ici. Tu configures un DHCP. Tu mets sur un switch. Ok. Ça te gère ton réseau local aux adresses IP locales. Et là, tu peux recevoir ton fournisseur ici. Tu configures IP fournisseur là-bas. Et tu as ton réseau directement. Ok. Tu as Internet qui vient par là avec ton adresse IP publique. Et ici, tu configures tes adresses IP privées. Ok. Donc là, tu as ta partie LAN. Et de l'autre côté, ici, tu as ta partie WAN. Ok. C'est cher au marché. C'est un équipement niveau 3. Ça demande vraiment une configuration avant d'être utilisé, des routeurs manageables. Ok. Parce qu'on parle, il y a des équipements manageables et non manageables. Là, quand on fait du CCNA, les équipements que je vous présente ici, ce sont des équipements manageables. Donc, ici, ce switch ici, tu peux l'utiliser. Il y a certains switches
que tu peux utiliser sans toutefois configurer. Ok? Mais ici, sur le routeur, ça doit passer nécessairement par une configuration pour l'utilisation. Mais ici, tu peux faire du plug and play, tu connectes des trucs et puis ça te fait déjà un petit réseau local et ça marche. Mais un routeur, pour l'utiliser, il faut passer par une configuration. Tu dois attribuer afin de faire fonctionner ça. Donc, dans le réseau, on a des équipements manageables et non manageables. On a nos petits switches qu'on peut utiliser comme multiport et tout. Ça ne demande pas une configuration, mais quand même, c'est un switch. Donc, tu peux connecter dans un réseau et ça passe. Donc, ça, c'est pas manageable. Il y a aussi des équipements manageables. Là, ça va demander de connecter un câble console pour la configuration. Ok. Si on parlait de la correspondance, à la couche physique, on peut utiliser des modems ici. Ce sont des équipements niveau 1. Ce sont des équipements qui peuvent être retrouvés au niveau 1. Ok. Il y a le niveau 2 ici. Ok. Là, nous retrouvons des switches niveau 2. Et le niveau 3 ici, nous retrouvons un switch niveau 3 et un routeur. Ok. Ici, au transport, il y a certains pare-feux qui peuvent être utilisés ici. Certains, je dis bien. Et les 3 couches supérieures, parce que là, on a 4 couches ici, on les appelle les couches inférieures, physique, liaison, réseau, transport. Et les 3 couches ici, on les appelle les couches supérieures. Ces couches supérieures ici, là, on a affaire aux pare-feux, on peut avoir affaire aux ordinateurs. Ok, on peut avoir affaire aux ordinateurs et aux téléphones portables. Bon, c'est un peu ça sur ce qu'il faudra retenir sur les équipements. Du coup, je vous reviens avec une autre vidéo là où je vais vous donner des grandes lignes de configuration des équipements Cisco. Bon, le premier pas de configuration des équipements Cisco en ligne de commande. Merci.